Alors donc maintenant, bienvenue à Stéphane Tiner et merci encore d'avoir accepté de faire ce DigiSnack. En fait, c'est le premier DigiSnack dans une série sur le leadership et changement dans le monde digital. Donc aujourd'hui, le sujet, comment faire évoluer sa stratégie et son industrie dans le monde digital. Alors Stéphane, merci et bienvenue. Et donc c'est à vous, vous pouvez reprendre l'écran. Oui, merci beaucoup Christian. Je vais juste me présenter brièvement. Donc, je m'appelle Stéphane Tiner, ça fait maintenant une vingtaine d'années que je travaille dans le monde du digital. D'abord comme ingénieur, ensuite j'ai évolué en tant que chef de projet et directeur de programme justement sur des gros projets, des gros programmes de transformation digitale ou transformation numérique. Et maintenant, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que je me concentre vraiment beaucoup plus sur des aspects business. Et depuis 2 ans, je travaille également à mon compte où j'accompagne différentes entreprises, que ce soit des petites structures ou des grandes structures, pour justement renforcer leur stratégie digitale. Là, je vais partager mon écran pour démarrer cette présentation. Alors, je précise que tout ce qu'on va voir aujourd'hui s'applique aussi bien à une petite structure de 4-5 personnes qu'à une structure d'une grande entreprise, voire même d'une entreprise internationale. Comme l'a dit Christian, on va développer 3 webinaires sur cette stratégie du leadership parce que c'est un domaine qui est vraiment important aujourd'hui, enfin, ou qui est vaste, et ça va être un challenge de l'aborder aujourd'hui en quelques minutes. Donc aujourd'hui, on va plutôt aborder les aspects de stratégie d'industrie. Lors du deuxième webinaire, ce sera plutôt l'aspect de comment créer de la valeur avec son infrastructure informatique. Et le dernier point qui sera plus du côté du marketing ou comment améliorer ou renforcer ou faire évoluer ces processus marketing dans un monde digital. Aujourd'hui, par rapport à la première étape, on va s'intéresser à tout l'aspect de la transformation digitale. Alors, pour commencer, ce qui est intéressant, c'est que si on analyse les 10 entreprises qui ont les plus grosses capitalisations boursières, si on se projette en 2010, on se rend compte que quasiment la totalité des entreprises qui avaient les plus grosses capitalisations boursières étaient essentiellement des entreprises dans la pétrochimie ou l'industrie. Si on regarde aujourd'hui au premier trimestre 2020, les chiffres sont sortis il y a peu, on voit que quasiment l'essentiel des entreprises sont toutes des sociétés de technologie. On voit simplement Visa, que vous connaissez pour les cartes de crédit. Il ne reste plus qu'une entreprise, Johnson Johnson, dans le domaine de l'industrie, et Berkshire Hathaway est un conglomérat d'une des plus grosses entreprises de financement au monde, qui est dirigée par Warren Buffett et dont Bill Gates fait partie du directoire. Donc, on se rend bien compte en fait de l'importance aujourd'hui de toutes ces entreprises dans le domaine de la technologie et de la place qu'elles occupent au niveau mondial. En termes d'industrie, on constate 2 grandes tendances. Il y a ce qu'on appelle les fameuses GAFAM, les Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, qui sont, on peut considérer, des inventeurs, qui amènent chaque jour des nouvelles technologies, des nouvelles solutions. Et de l'autre côté, vous avez effectivement ce qu'on appelle les NATU, alors on peut en rajouter d'autres, qui réinventent les industries traditionnelles. On trouve les Netflix, les Airbnb, les Tesla, les Uber, qui ont fait également couler beaucoup d'encre dans la presse. D'ailleurs, c'est intéressant si on se focalise juste sur Tesla en ce moment. C'est une des rares entreprises du secteur automobile qui n'a pas constaté de baisse dans ses ventes, alors que d'autres marques comme Volkswagen annoncent des baisses de l'ordre de 45% de ventes. Certes, vous me direz que Tesla, aujourd'hui, au niveau suisse, occupe à peu près 0,5% de part de marché comparé à Volkswagen qui occupe à peu près 11-12% de part de marché. Mais néanmoins, c'est quand même des éléments qui sont intéressants par rapport au contexte actuel. Tout ça pour dire qu'effectivement, ce qui a considérablement changé aujourd'hui par rapport aux transformations digitales, c'est vraiment la mise en place de nouveaux
business model et d'une stratégie pilotée par les données. Effectivement, parmi les clients que je côtoie ou les entreprises ou les gens avec lesquels je partage sur ces sujets, beaucoup aujourd'hui font de la transformation digitale, mais qui est uniquement axée sur une réduction des coûts, sur un retour sur investissement direct, sans forcément repenser leur business model. En gros, on applique ce qu'on a toujours fait depuis plusieurs années et on essaie de l'adapter au digital avec plus ou moins de problèmes et parfois un peu de succès. Ça, c'est effectivement un des premiers points majeurs, c'est que si on veut se lancer dans le digital, il faut peut-être également repenser sa manière de faire, de proposer des services. On voit d'ailleurs avec le Covid à la vitesse à laquelle le e-commerce s'est développé, ou y compris le télétravail et même la formation à distance, alors que c'était des thématiques où on parlait de développement sur 3 ou 4 ans, et tout d'un coup, l'espace de 2 mois, on a complètement bousculé le marché. L'autre point également qui est essentiel sont effectivement les données. Beaucoup d'entreprises possèdent des données, parfois elles ne savent même pas qu'elles les possèdent, ou l'autre problème qui arrive aussi souvent, c'est qu'on a des données, mais finalement, on ne sait pas comment les exploiter ou on ne sait pas quoi en faire. Donc, avoir de la donnée pour avoir de la donnée a peu d'intérêt. Maintenant, si on s'attarde un peu plus à la transformation digitale, parce que c'est un terme souvent qui englobe beaucoup de choses. Si on y regarde un peu plus près, il y a 2 grands courants. En fait, ce qui est souvent qualifié de transformation digitale est uniquement ce qu'on appelle de la transition numérique. Et ce sont des concepts qui existent déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Donc en fait, la transition numérique, c'est essentiellement optimiser les processus existants. C'est essayer de gagner du temps, c'est de faire en sorte qu'on puisse fluidifier l'information. Ce qui est une véritable transformation numérique ou transformation digitale, c'est qu'on va effectivement changer le business model traditionnel. Effectivement, je citais précédemment les cas de Airbnb, effectivement, qui proposent des locations d'appartements, Uber, qui a révolutionné le système des taxis, où précédemment on était obligé d'appeler une centrale, où une réceptionniste ou un téléphoniste nous disait d'attendre 10 minutes dans la rue en espérant, nous, en tant que client, que le taxi arrive bien. Et s'il y avait un problème, il fallait rappeler. Là, du coup, on peut tout de suite savoir où se situe un taxi. Et c'est souvent cet aspect-là qui fait défaut. Donc, de la transformation digitale implique forcément de revoir sa manière de travailler. Maintenant, à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup d'entreprises qui en sont au stade de transition numérique parce qu'elles possèdent plusieurs systèmes informatiques qu'il faut commencer à interconnecter, et avant de pouvoir même repenser son business model, parfois il faut déjà simplement faire en sorte qu'on puisse accéder facilement aux données. Maintenant, la transformation numérique englobe énormément de domaines. Là, j'essaie de synthétiser toute cette information sous forme d'un tableau où on voit qu'il y a déjà 2 grandes séparations. Le premier, qui est ici en vert, concerne tout l'aspect de la gouvernance digitale, qui est vraiment beaucoup plus rattaché en principe à une direction, à un top management. Et ensuite, il y a toutes les actions en bleu qu'on va mettre en place. Donc là, on voit bien qu'il ne suffit pas de prendre une décision au niveau d'un top management pour que des choses se mettent en place. Et à l'inverse, ce n'est pas parce que vous avez, par exemple, amélioré votre processus ou mis en place un KPI que pour autant votre business va évoluer ou changer. Alors effectivement, quand on voit ce type de tableau, la première fois, ça peut effectivement faire un peu peur parce qu'on se dit, mon Dieu, il y a tous ces éléments-là à traiter et ça va me demander beaucoup trop de ressources, de temps, de moyens pour y parvenir. Souvent, ce qui se passe en fait dans le cas d'une transformation numérique, c'est qu'on va faire une analyse complète, un diagnostic qu'on verra lors du prochain webinaire pour identifier vraiment les leviers importants. Et ce qui se passe dans la plupart du temps dans la pratique, c'est qu'on va commencer à s'attarder à 2 ou 3 domaines qui font défaut. Ça peut être soit au niveau de l'organisation d'une entreprise, où il faut revoir
la gestion des équipes, ça peut être la mise en place d'un CRM pour pouvoir avoir un meilleur suivi client, ça peut être simplement optimiser ses tableaux de bord. Et finalement, la transformation numérique va opérer pas à pas pour effectivement atteindre ensuite un niveau de maturité suffisant. Et donc, il y a effectivement deux grosses étapes. Il y a tout l'aspect de gestion du changement, qui est souvent le plus important, parce qu'effectivement, parmi ces éléments de transformation, il y a trois piliers ou trois axes qui sont importants. Il y a évidemment la technologie, les processus, mais celui qui occupe le plus de place reste, qu'on le veuille ou non, l'être humain. Vous ne pouvez pas faire une transformation numérique sans l'accompagner de changements, sans tenter ou réussir à embarquer l'ensemble des collaborateurs, ou au moins 80% des collaborateurs dans votre projet. Sinon, si vous voulez faire cavalier seul, le risque, c'est que vous allez avoir un beau système informatique, ou alors vous allez revoir tous vos processus, mais finalement, les gens ne vont tout simplement pas l'appliquer. Je vois qu'une personne me mentionne quelques exemples d'entreprises suisses historiques ayant réussi sa transformation numérique. Alors, je peux citer par exemple le cas des transports publics lausannois, pour lequel j'ai travaillé pendant 6 ans, où effectivement, on est passé du 100% papier au 100% numérique pour l'ensemble du personnel de terrain, du roulant, et également ensuite pour toute la partie client, où on a fait un gros changement en proposant des services en ligne, que ce soit autant sur de la vente de billets que de la recherche d'itinéraires. Et effectivement, il y a plusieurs entreprises au niveau européen dans le domaine des transports, et même au niveau suisse, y compris les CFF, qui étaient venus regarder ce qu'on avait fait. Il y a aussi une papeterie à Lausanne, qui est donc du coup une petite structure, qui était, donc on peut se dire qu'une papeterie, c'était plutôt voué à mourir. Et en fait, cette papeterie qui s'appelle Kramer a réussi sa transformation justement en se positionnant beaucoup plus sur l'aspect de l'art, en proposant effectivement des produits destinés à ceux qui sont dans les écoles d'art graphique, et en développant également toute une plateforme en ligne. La transition s'est vraiment bien passée. Un dernier cas que je peux citer près de l'Université de Lausanne pour la faculté HEC avec la formation exécutive MBA, aussi qui rencontrait de gros problèmes effectivement pour acquérir de nouveaux étudiants face à une concurrence mondiale de plus en plus importante. Et là aussi, en retravaillant sur ces process, en retravaillant sur les outils, sur la manière de mettre en avant les produits, ça a permis de complètement inverser la tendance. Donc effectivement, les nouveaux enjeux du monde digital se situent à différents niveaux. Premier, c'est effectivement la façon dont on conçoit des systèmes. Précédemment, on était beaucoup sur ce qu'on appelle de l'ingénierie numérique, donc qui sont des modèles contrôlés. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On a besoin d'avoir un système qui répond à un certain nombre de fonctionnalités, que ce soit un système de gestion de clients, que ce soit un système de comptabilité, de suivi d'étudiants, de suivi de clients. Et donc, on conçoit un système où on va imaginer tous les scénarios possibles. Et une fois qu'on les a imaginés, on programme ça. Donc toutes ces fonctionnalités peuvent effectivement réaliser des calculs, faire appel à des codes d'usage, de réaliser certains calculs en fonction des demandes clients. Et ça, on voit aujourd'hui que c'est un système qui peine peu à peu, parce que vouloir imaginer tous les scénarios, ça prend beaucoup de temps. Et comme on le voit de plus en plus aujourd'hui, on est dans un monde d'inconnus. Et donc, c'est difficile de tout prévoir. Et en général, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? C'est qu'on se retrouve toujours dans des cas où malheureusement, ce qui se passe, c'est que c'est le cas qu'on n'avait pas prévu qui arrive en tête de liste. Donc, ça a poussé peu à peu les entreprises à aller vers de la recherche opérationnelle, en cherchant justement à pas simplement avoir que de la technologie, mais aussi en cherchant à améliorer les processus, en essayant de mieux comprendre comment leurs clients réagissent, comment leurs systèmes interagissent entre eux, pour arriver maintenant effectivement vers des modèles d'apprentissage qui sont basés
soit sur le machine learning, soit sur le deep learning, que je n'ai pas mentionné ici dans la présentation. Le machine learning, en gros, si je fais un parallèle, c'est un jeu d'échecs dans lequel vous allez introduire potentiellement les meilleures combinaisons possibles en jeu d'échecs. Donc, vous introduisez par exemple 1 million de combinaisons d'échecs dans le système et ensuite, votre produit informatique va, sur la base de ces données, fournir des solutions. Le deep learning, on est beaucoup plus effectivement dans un modèle d'apprentissage où on explique les règles de base, on dit voilà comment il faut jouer aux échecs et le système va apprendre de lui-même. Et ça, c'est une tendance maintenant qu'on trouve de plus en plus dans beaucoup de logiciels du marché, que ce soit pour gérer des campagnes, que ce soit pour acquérir des clients, que ce soit pour faire du marketing prédictif en essayant de cibler les meilleurs clients. Et donc, de plus en plus, tous les systèmes qu'on trouve sur le marché s'équipent effectivement d'intelligence artificielle. L'autre aspect, effectivement, j'ai mentionné le terme de smart data, à l'opposé de big data, parce que big data, c'est un terme qu'on emploie depuis pas mal d'années, qui était effectivement cette capacité ou cette faculté de pouvoir acquérir de la donnée pour un client, mais on se rend bien vite compte que stocker de la donnée pour stocker de la donnée, ça apporte peu. Donc effectivement, l'idée, c'est plutôt de se dire, est-ce que la donnée que j'ai est utile? Est-ce que je peux en créer de la valeur? Donc la tendance est de plus en plus aller justement vers le smart data, et de là découle aussi effectivement plein de systèmes globaux comme les smart stations pour des stations de ski, les smart cities où on essaye de mieux comprendre comment le bruit se répand à travers une ville, comment gérer la circulation à travers une ville. Enfin, il y a plein de débouchés effectivement sur tout le domaine de l'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? C'est qu'effectivement, je dirais jusqu'à encore une dizaine d'années, on était dans un système qui était relativement stable, où on savait comment fonctionnait l'économie, on arrivait à faire des projections sur 3 ans, sur 5 ans, voire parfois même plus. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est dans un environnement qui est parfaitement maîtrisé, qu'on connaît bien? En général, dans ces cas-là, on développe énormément de projets, parce que du coup, la gestion de projet permet d'amener de la valeur à une entreprise. Le problème aujourd'hui, quand on se retrouve effectivement dans un environnement complexe, par complexe j'entends qui est multiphysique, donc on peut avoir plusieurs moyens de communication, on peut avoir des environnements virtuels, des environnements physiques, même en tant qu'individu on a une identité physique, une identité virtuelle, et on se retrouve également sur des facteurs multi-échelles, où si je prends le cas d'un client, on peut plus se contenter d'une segmentation en disant qu'un client, on va le classifier par âge ou par genre. Aujourd'hui, on voit bien que ça va au-delà de ça, qu'à la fois un client peut être considéré comme un client premium, parce que dans un magasin, il va acheter un ordinateur Apple à 3000 francs, et en même temps, ce même client ira à la Migros ou à la Coop pour acheter du M-Budget, parce qu'il estime que finalement, mettre de l'argent pour la nourriture, ça a peu d'importance à ses yeux. Donc on voit bien qu'on ne peut pas simplement classifier un client uniquement sur des critères socio-démographiques. Il faut aller beaucoup plus loin. L'autre aspect qui a beaucoup bousculé le marché, c'est la rapidité ou le temps réel. Précédemment, quand on faisait, par exemple, des campagnes de promotion, qu'on mettait en place des systèmes, effectivement, on avait des données. Au mieux, on obtenait des résultats 24 heures après avec des systèmes de business intelligence, ou alors on exportait ces données dans des tableurs Excel. Excel reste encore un des outils les plus utilisés pour le reporting, pour le traitement des données. Et puis finalement, ça prenait 3-4 jours, voire plus, pour obtenir des résultats, parfois 1 mois, et ensuite 1 mois après, une fois qu'on avait toutes ces données, on agissait. Aujourd'hui, vous avez des systèmes qui sont capables de faire ce travail en l'espace de 100 millisecondes. Donc effectivement, si vous vous retrouvez face à des concurrents qui sont capables de rapidement traiter de la donnée et de pouvoir fournir un résultat, ça bouscule complètement le marché. Ce qui veut dire qu'en termes de visualisation, il faut vraiment avoir une approche d'une grande dimension, prenant plusieurs facteurs en compte. Et le dernier, l'incertitude, ça je vous apprends rien, c'est ce qu'on appelle l'exploration de la grande dimension, justement, qui fait qu'il y a énormément de variables
et qu'à un moment ou à un autre, il faut constamment se réinventer, constamment s'adapter. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus dans un mois ou dans 3 mois. Et donc, on le voit qu'effectivement, dans les secteurs qui se développent le plus aujourd'hui, il y a évidemment le web, mais il y a les systèmes urbains que je vous citais précédemment avec les smart cities. Il y a tout le domaine du vivant, de la biotechnologie, évidemment de la santé aussi qui prend de plus en plus d'importance avec des systèmes capables éventuellement d'identifier des maladies, de pouvoir apporter des solutions à l'être humain. Donc, on voit que les enjeux du marché sont vastes. Le dernier aspect concerne l'univers des données. On a commencé effectivement il y a quelques années, là on était, je dirais, dans le courant des années 90, fin des années 90, avec ce qu'on appelait le data mining. Le data mining, en gros, on a définissait des KPI, on avait en général ce qu'on appelle un CRM, un outil de gestion de la relation client qui est en back-office, et à partir de là, en général, on traite des systèmes basés sur 3 dimensions, donc ça pourrait être 3 facteurs comme l'âge, le sexe et le lieu. On en créait ce qu'on appelait un cube et à partir de là, on avait des données pour pouvoir mieux comprendre le système. Mais là, la limite du data mining, c'est qu'on voit bien qu'il faut posséder des informations sur les clients. Si maintenant vous êtes dans un système où vous cherchez à faire de l'acquisition de clients sans absolument connaître vos clients, on voit que le data mining ne suffit pas. C'est là qu'est justement arrivé le big data, où on a commencé à analyser le comportement des internautes, qu'ils soient sur une page Facebook, qu'ils soient sur un compte Instagram, qu'ils soient en train de lire une newsletter, charger une application. Le but était de stocker le plus de données possible pour pouvoir analyser le comportement. Mais là aussi, ce stockage demande beaucoup d'informations et comme je disais précédemment, il faut pouvoir être capable d'extraire des données importantes. Et donc est arrivé effectivement le bon usage du big data, c'est-à-dire qu'à un moment, à partir de ces données, on en détermine des objectifs pour créer de la valeur sur l'utilisation des 5V que je vais juste présenter tout à l'heure. Et la dernière étape également qu'on voit émerger depuis quelques années avec de l'open data, là aussi, c'est de se dire, finalement, moi, je possède des données, je suis capable peut-être de traiter un certain nombre d'informations, mais finalement, je ne vais pas forcément tout développer. Je vous citais le cas des transports publics précédemment, qui est un domaine que je connais bien, où je prends l'exemple de la RATP, qui a mis ces données à disposition de toutes les entreprises de la région parisienne. Ils en ont même créé une start-up et ça a permis à plus d'une trentaine d'entreprises de développer des systèmes autour du domaine du transport public, qui étaient même parfois bien meilleurs que ce que la RATP proposait, et ça a permis de créer plein d'emplois. Il y a des banques aussi qui ont développé des systèmes de ce type en disant nous, ce qu'on sait faire, c'est effectivement gérer des fonds. Par contre, développer des applications, ce n'est pas forcément notre système. Et du coup, on développe des plateformes autour. D'ailleurs, on voit effectivement aussi dans ce domaine l'émergence de plusieurs plateformes qui commencent à être des banques uniquement en ligne. Donc là, on en est l'assurance, c'est la même chose. Donc là, c'est aussi un secteur de se dire peut-être qu'à un moment, on va ouvrir ces données et laisser les autres développer des solutions et nous, on garde notre core business qu'on maîtrise. Je vous citais ces 5 V, effectivement, qui sont les 5 axes importants lorsqu'on fait du traitement de données. Le premier, effectivement, ce sont le volume des données. Quand avant, on se contentait de simplement garder une fiche client et de savoir les produits qu'il avait commandés ou les cours auxquels il s'était inscrit ou les services qu'il avait sollicités, c'était relativement facile. Maintenant, quand vous voulez exploiter tout ce qu'une personne a potentiellement dit sur les réseaux sociaux, partagé sur des forums, savoir qu'une personne est venue sur votre site le matin avec son smartphone à 10 h du matin depuis l'ordinateur du travail et qu'à minuit, il vient encore sur votre site avec une tablette, on voit que ça demande effectivement énormément d'informations et aussi de variété de données. Aujourd'hui, 80% des données au niveau mondial, ça on le verra plus dans le deuxième webinaire, sont ce qu'on appelle des données non structurées, comparativement à des données structurées qui sont celles d'une base de données où on peut dire, voilà, le profil d'un client il doit avoir un nom, un prénom, une date de naissance, une adresse. Maintenant, comment vous voulez stocker dans une base de données de savoir qu'un tel est ami
avec un autre sur un réseau social qui fait éventuellement partie de ce groupe, qu'il aime tel ou tel produit. Si on veut commencer à stocker, on se retrouverait avec des bases de données avec plusieurs milliers de paramètres. Donc autant dire que ça devient juste ingérable. Donc là, il a fallu aussi réinventer des outils. Il y a la vélocité, donc le traitement des données que je citais précédemment. Et enfin, la véracité, c'est toujours de se dire, mais finalement, les données que j'ai dans mon système, est-ce qu'elles sont réellement pertinentes ou pas? Et en dernier, qui est le plus important, c'est d'être capable de créer de la valeur à partir de ces données. Et pas simplement de dire, OK, je stocke des données, est-ce que je suis capable maintenant de les transformer pour pouvoir mieux comprendre mes clients, mieux comprendre mon business et pouvoir aller de l'avant. Dernier chapitre, effectivement, concerne le secteur des modèles et algorithmes. Effectivement, tous ces systèmes, maintenant, se basent là-dessus. Alors, à la base, un algorithme, c'est relativement simple, c'est basé sur un modèle. Ça peut être, par exemple, un simulateur de vol, ça peut être l'exploitation des fonctionnements ou des fonctionnalités possibles d'un logiciel, ça peut être, en gros, un système décrit par un modèle de données observé. On fait plein d'observations et à partir de là, on en déduit des systèmes. D'ailleurs, en ce moment, on parle énormément de modèles avec le Covid pour pouvoir estimer potentiellement le nombre de personnes qui seront touchées et à quelle vitesse. Ça, c'est ce qu'on appelle un modèle. Ensuite, une fois qu'on a fini le modèle, on va lancer une simulation. Et enfin, on va chercher effectivement à l'optimiser. Donc l'algorithme, en gros, c'est rien d'autre que la mise en œuvre opérationnelle d'un modèle qui permet d'estimer, de simuler, d'optimiser, de visualiser en s'appuyant sur une infrastructure matérielle. Par contre, on voit qu'aujourd'hui, il faut effectivement de la performance pour pouvoir traiter ces informations. Ce qui est quand même intéressant, dans les années 80, par exemple, on parlait du Cray à l'EPFL, qui était un super ordinateur. Aujourd'hui, en fait, la puissance du Cray, vous l'avez dans n'importe quel smartphone. Donc, on voit également à quelle vitesse les systèmes informatiques ont évolué. Donc, effectivement, pour pouvoir se préparer aujourd'hui à amorcer une vraie transformation digitale, effectivement, il y a l'aspect du business, repenser son business model, et en s'appuyant effectivement sur des technologies et des mathématiques qui vont nous fournir des données qui deviennent effectivement exploitables. Et c'est à ce moment-là qu'on peut faire ce qu'on appelle du data-driven, où on va réellement piloter son entreprise à partir de données qui ont de la véracité et qui sont pertinentes. Voilà, donc j'ai terminé ce tour d'horizon sur ce premier volet de comment aborder une stratégie digitale pour son entreprise. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport aux sujets qui ont été évoqués. Merci Stéphane. Je ne vois pas de questions pour l'instant. C'est peut-être parce qu'il y en a encore deux autres DigiSnacks sur le même thème. Il y a quelqu'un qui dit... oui, pardon, je vois qu'il y a Nicolas Frotti qui demande deux autres webinaires. Effectivement, alors le but, c'est qu'aujourd'hui, on a abordé effectivement comment appliquer de la stratégie digitale pour son entreprise. Et il y aura deux autres. Le deuxième, ça va être effectivement comment exploiter justement des données à partir de son... Enfin, ou créer de la valeur à partir de son système informatique. Et le troisième volet qui serait justement comment adapter ces processus pour le marketing pour pouvoir justement aller toucher les clients. Il y en aura un dans 2 semaines et un prochain, si je ne dis pas de bêtises, le 9 juin. Oui, c'est ça, c'est le 29 mai, le premier, enfin le deuxième et le troisième le 12 juin. Et on va vous en informer par email et bien sûr aussi sur notre site. Je vois également qu'il y a une question de Yannick Yoser qui demande effectivement, qui dit que c'est très intéressant. Effectivement, j'ai abordé un volet un petit peu plus technique aujourd'hui de la transformation digitale. Alors non, évidemment que le domaine technique, comme je l'ai dit, il n'est pas unique. Les 3 axes sont effectivement la technologie, les processus qu'on pourrait qualifier de techniques, et évidemment le plus important, effectivement, qui est l'aspect humain. À l'inverse, si on
cible que l'aspect humain et qu'on oublie derrière la technologie, on va observer des soucis. J'ai parfois vu des entreprises qui ont effectivement repensé leur organisation, qui ont travaillé beaucoup sur l'accompagnement, l'humain, et puis finalement qui ont complètement négligé l'aspect technologie en disant, bon, on a mis en place un nouveau système, et puis finalement, les gens se débrouilleront par eux-mêmes, ils apprendront, et puis tout ira bien sans avoir pensé effectivement à comment on allait ensuite exploiter ces données et savoir quoi en faire. Donc effectivement, tous ces éléments-là sont essentiels. Et on le verra un petit peu plus en détail sur le prochain webinaire. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. Sinon, Stéphane, je vais peut-être Oui, reprendre oui, pas l'écran. de souci. Comme on a à 35, je ne vois pas Oui. qu'il y a... Alors, c'est bon pour reprendre l'écran? Voilà, là c'est vous à nouveau. Oui. Alors Stéphane, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. C'était très intéressant. Et vous avez parlé aussi de beaucoup de data, je pense, qu'on utilise maintenant dans les entreprises. Et Oui. justement, la semaine prochaine, on aura un DigiSnack sur le cloud qui s'appelle en toute simplicité le cloud avec Amazon Web Services. Et c'est avec Anda Catalina Schelba et j'espère que je le prononce bien. Alors, vendredi prochain, le 15 mai à 14 h, même heure. Et donc, on vient de le dire, le 29 mai, il y aura le deuxième dans cette série sur le leadership et le changement dans le monde digital avec Stéphane Tiner. Alors, je voulais aussi mettre votre attention sur tous nos cours virtuels qu'on a mis en ligne, qu'on a mis en disposition encore pour les prochaines semaines. Et qui sait, peut-être ça va durer plus longtemps, qu'on va peut-être dans le futur donner des cours en parallèle sur place et en virtuel, on ne le sait pas. Mais de toute façon, pour l'instant, il y a beaucoup de cours que vous trouvez sur notre site. Alors, merci beaucoup, surtout à Stéphane Tina d'avoir fait ce... Merci à tous d'avoir participé. Hein. Oui, je me joins. Merci aussi à tous et à toutes. Et encore une fois, vous pouvez nous écrire sur les médias sociaux, via email, et on espère de vous revoir bientôt. Et alors, bonne journée, bon Bon week-end. week-end à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir.